Good afternoon or good evening, wherever you are in the world. And we thank everyone for joining us, and we apologize for the change of time. We know it may have confused people who may have planned to come for this session, but we're grateful for everyone who's come. This session will last for 1.5 hours, and we'll try to do our presentation in less than 1 hour to allow time for people to ask questions and also to offer suggestions as we go along. So this presentation is talking about a situation in Cotonou, which is the economic capital of Benin, in West Africa. And it's a coastal city. I think many people who are struggling with the issues of climate change are located in coastal cities. And that is the reality that we faced here. As you can see from the map that I'm showing on the screen now, the city is almost a sandbar that's squeezed between the Nokwe Lake, Lac Nokwe, and the Gulf of Benin in the Atlantic Ocean. So, and there's just one small cut, the lagoon, the Cotonou Lagoon, that connects the two bodies of water. And everything is very low-lying. The streets are sandy. It's basically a sandbar. And so with the combined effects of climate change, you can imagine the types of consequences that we see flooding across the city, and particularly in low-lying areas and on the waterfront communities, which is where we particularly work. Our organization, Justice and Empowerment Initiatives, works in partnership with people living in slums and informal settlements here in Cotonou, in Benin, and also in Lagos and in Port Harcourt in Nigeria, which are all three coastal cities with many, many informal settlements located on waterfronts. So that is a major theme of what we do. We've been working in these communities for over 10 years. And what we do is we support the communities with a lot of different technical assistance and capacity building to put in place structures to support their own needs and to push for the changes that they want to see and to become more and more able to advocate for inclusive cities. That's the work that we do. So I'll mention a few of our programs. We train community paralegals who come from the waterfront communities. We train community health advocates. We train community members to do their own mapping and documentation and collection of data collection. We've done a number of big citywide surveys looking at different realities of life in the informal settlements, but with information collected by residents of the communities themselves, and other forms of participatory action research. We also, as you'll see as we go along, do participatory media work. So we support members of the communities to document what they are living through and to push for the changes that they want to see by doing short videos, by doing photography and getting those kinds of pieces out into social media. And these have been very effective strategies, including for the communities that we work with here in Cotonou. Most of the communities in Cotonou that we work with are communities that are living on top of water. And I want to show everyone that the communities living on top of water are not living in a difficult situation. They're living in a traditional situation. They're living a traditional way of life. So the first image I'm showing here is a picture of the ancestral village of Ganvié, which is on the north side of Lac Nokwe. And this is a picture that maybe as old as 100 years ago, and it shows the traditional way of building houses by the people who live in Ganvié, many of whom are the same people who've migrated and taken up residence along the waterfronts in Cotonou, as well as other coastal cities, including Lagos. Now, these houses, you can see the traditional way of life, and the next image will go forward. And you can see this as an image from maybe 2 or 3 years ago, a very similar way of life continuing on the waterfronts. And
even though these are more informal settlements than what one is used to seeing in the city, it is well adapted to both being affordable for the residents, while many of the residents can't afford formal apartments in the city center, but they have the proximity to the markets, and they also have proximity to the traditional fishing grounds, because many of the people living in these communities depend on fishing. We actually did research last year, and we discovered that as many as 40% of people living in these settlements up till today depend on fishing, fish farming, and also smoking and selling of fish. So it's a predominant livelihood. And you can also see that houses have also been modernized. So you have here, a very well-built house. It's still built in the traditional way, but you can see that electricity actually arrives at this house. And you can see, that there's availability of potable water that comes to these houses. So they're actually being integrated into the city. And it's a way of life that's well adapted to the livelihoods and the lifestyle of the community members. And I also want to just show the scale. We were showing kind of life on the ground. Here you see a drone image that's been taken. This is just showing one of the communities, a community called Ayomofide, which is just at the confluence between the lagoon of Cotonou and Lac Nokwe. And you can see how the waterfront communities flow directly into the city. And the communities where we work are both living on water, as you see here, and also living on land, but close to the water. And they are integrated communities and mostly not formalized, as in not incorporated into the formal structures of the city. Now, the situation we're talking about is actually a situation that is a regular phenomenon, as I mentioned, in the city of Cotonou and many other coastal cities, which is that on a yearly basis, there's like a flooded season, or it's called La Saison de la Crue here. And actually, basically for 2 or 3 months every year, it's usual for water to come into many parts of the city as the water level in the lake rises due to high rainfall in the north, which comes through rivers and then floods, raises the level of the lake over the period of several months. However, with climate change, we've seen that the levels of flooding have gotten higher and higher. So this particular picture that we're looking at is about 1 kilometer or 3/4 of a kilometer from the lake. And normally the water levels wouldn't get here, but this picture is one from the year 2022, when the water levels got all the way up to here during the flooded season. So it's flooding the formal parts of the city as well as the communities on the waterfront. And the whole city is trying to find strategies how to adapt to this reality. And in fact, one of the things we advocate for is that the communities should be able to, the communities where we work are our learning ground for others to go and learn how communities can live with water. That in fact, building the high-story buildings that you see here that are made of cement and built on solid ground, when the reality is that this kind of persistent flooding is going to continue. Geographically, it's almost, and with the scientific understanding that we have, it's almost impossible that this will not continue to be a phenomenon. It may be that the types of ways that the communities we work with construct their houses is well adapted and better suited to the future of climate change in a coastal city like this. However, even for the communities where we work, the pace of change is pushing their resilience. They're used to adapting and living with water. They know that the water levels rise and fall over the year, and they know to build their houses higher than those levels that the water normally reaches. However, we've discovered that when the water comes so high, so suddenly, it really pushes and tests the ability to keep on adapting as quickly as necessary on a year-to-year basis. And so what we've tried to do in the face of this is to start thinking about and educating communities and working with communities to understand the fact that these phenomena will continue with climate change, to understand it's not a one-off situation, and to start planning for the future. So I'll just show a few pictures so you can see how high the water levels get during the high water levels, the season of the high tides, as it's called. And the types of impacts it can have on economic life. For example, here you have a person who's selling
baguettes, bread from the back of his motorbike, and he's unable to continue on the usual route that he usually follows. Here's a local carpenter who builds beds, and obviously this person was not expecting that the water would get to this level and destroy his or affect his workshop. This is a nice picture that also shows, the types of impacts and the adaptations. We'll talk about the adaptations later. I'll briefly just mention, these are houses that had lived through, or these are two buildings that you see here that had lived through a previous high water level in 2010. This building with the steps going up to it had known that this might happen again. And so they built very, very, very high. This is an area that's normally on solid ground. And on the left, you have a church that also recognized that when they wanted to build this church, they should build higher. But in the year 2022, the types of impacts that we saw, we had a sad situation that was assisted by one of our paralegals, where a woman who suffered from epilepsy actually died during the high water levels because she wasn't used to living on water. And she had to go outside of her house to urinate in the middle of the night. And there was water outside the house. And when she went outside, she actually fell down and had an epileptic seizure, and she died and left her 3 children without a mother to care for them. So there are real situations that happen when people are not regularly used to living with water and they don't know how to adapt themselves to that situation. Another situation that is mentioned here in the slide is that in the year 2022, because the water levels were so unusually high, the government actually pushed back the start of school for all school children in public schools by 3 weeks. And they did that despite the fact that parents had already paid their school fees. And these are people living in poverty for the most part. They struggled to pay their school fees. They paid their school fees. And then the government pushed back the start of schools because they couldn't see how to open the schools given the high water levels. So these do have real social and economic impacts, as well as impacts on life and health. And we have to help communities to adapt. So how do we mobilize communities to take action, and how do we support them? At this point, I'm going to stop talking, and I'm going to hand over to my colleague, Esséange Louis, and my colleague, Avlesi Pascal. Ok, merci beaucoup pour ce webinaire où que nous partageons nos efforts pour soutenir la communauté en ce qui concerne les effets du changement climatique sur nos communautés, sur leur vie, etc. Face à cette crue que nous appelons dans le terme général l'inondation qui a envahi cette communauté et de façon périodique, nous avons en commun accord travaillé avec la communauté qui est revenue 3 fois à nous demander notre appui pour trouver une alternative afin donc de faire face à ce phénomène. Et en nous avons proposé comme objectif de documenter l'étendue de cette crue-là, de cette inondation, en le comparant à ce qui s'est passé en 2010 et en 2020. Donc, voir un peu, est-ce que ça ralentit ou ça augmente? Mais on a vu que pour 2022 était plus haute que 2010. Alors, ça veut dire que chaque année, de façon périodique, les effets ou les conséquences vont donc accroître. Alors, on ne s'est pas arrêté là. Il faut maintenant sensibiliser la communauté à prendre des mesures préventives, des mesures immédiates afin de faire face à ce phénomène qui a des impacts, comme on vient de le dire, jusqu'à des impacts en termes de mortalité où une femme est décédée après ces crues-là. Alors, nous avons scindé ce travail en 3 phases, dont la première phase consistait donc à documenter le niveau de la crue en 2022 et en 2010 selon les témoignages des communautés de ces berges-là. Autre chose, mais en face à cette crue, face à cette inondation, qu'est-ce que la communauté même met en place pour s'adapter à la situation? Et ces solutions qui ont été mises en œuvre par elles-mêmes, nous allons les documenter, voir comment les améliorer ou comment partager alors ces innovations avec d'autres communautés qui sont restées peut-être sans rien faire ou bien de façon passive plutôt face à la situation et pour partager avec eux. Alors, suite à cela, voici, nous avons parcouru 5 arrondissements parce qu'à Cotonou, nous avons jusqu'à 13, donc 5 arrondissements qui comportent principalement la berge de Cotonou et ajouté à Calavi, qui est une commune voisine, où il y a également des berges. Nous avons pris plus de 325 points, et 325 points comportés à la fois
l'inondation de 2010 et également le niveau d'inondation de 2022. Et comme vous le voyez sur les points GPS avec la capture d'écran ici, vous verrez que ça a pris un peu, tout le long de la berge en partant donc des communautés de premier arrondissement pour ceux qui sont à Cotonou jusqu'au 11e arrondissement, savoir Ménotin, Zobo, etc. Et on le disait tout à l'heure, nous avons plus de 40 communautés. On a parcouru plus de 37 communautés parcourues qui sont envahies par cette inondation. Ça montre un peu l'ampleur qu'il faut faire quelque chose face à ce phénomène qui vient de façon périodique empêcher la vie de nos communautés. Et voici un peu le nom des communautés qu'on a parcourues. Ceux qui sont à Cotonou seront un peu. Il y a Aboki-Kodji, Yenawa, Kwankwan, Zobo, Ménotin, Toyome, Toto, qui sont des communautés que nous travaillons avec, que ce soit en termes de justice ou en termes de santé, en termes de renforcement, en termes d'autonomisation face aux enjeux qui minent ces communautés-là. Vous verrez ici, sur cette image, nous avons essayé de montrer un peu la différence que nous avons établie entre la crue dernière et la crue de 2022. Et on voit un peu que la crue de 2022 s'est arrêtée un peu. Il y a donc un écart en termes d'étendue entre 2010 et 2022. Cela montre un peu l'ampleur que prend cette situation. C'est-à-dire que pour la prochaine crue, ce serait encore certainement plus grande que la crue actuelle. Par conséquent, il faut faire quelque chose pour trouver alors une alternative pour que cela ne prenne pas à l'autre étendue. Et comme on l'a mentionné dans l'introduction, ce n'est plus la communauté au bord de la berge qui est touchée. Même ceux qui sont en ville sont touchés, même au cœur de la ville sont touchés. Et il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut mobiliser la communauté à faire face à la situation. Alors, comme solution qu'on a eue dans la communauté, malgré que d'autres sont sur pilotis, malgré que d'autres sont sur terre ferme, les gens mettent en place ce qu'on appelle ici des ponts en bois. Des ponts en bois qui permettent donc de relier ou de quitter leur domicile, tomber à un domicile où la crue est moins, ou de se connecter d'une communauté à une autre en termes de déplacement ou de transport, que ce soit des personnes ou des marchandises. Et cela a affecté, bien sûr, le déplacement de plusieurs, surtout le déplacement des enfants pour se rendre dans les écoles ou aller d'un point à un autre. Et les pirogues aussi, ça bloque la circulation, mais ici, la communauté a innové en faisant des ponts en bois vu le moyen pour donc faciliter leur déplacement. On a trouvé cette solution innovante et qui montre un peu la capacité de la population à s'adapter face à la situation. Étant donné que d'autres, selon leur fondation, sont vite envahis, d'autres ont proposé une autre façon de faire, c'est-à-dire monter le niveau de leur habitation, c'est-à-dire créer une autre chambre, en ce qu'on appelle ici des étages, et qui permet alors de quitter le niveau inférieur pour aller au niveau supérieur pour ne pas être envahi par l'inondation, jusqu'au moment où l'eau recule pour qu'ils puissent adopter leur vie normale. Donc, ça a été une idée innovante qu'on a trouvée au niveau de la communauté et qu'on peut promouvoir dans d'autres communautés qui font face à la situation et qui cherchent d'alternatives. En dehors de cette deux innovations que je viens d'expliquer, l'autre, c'est que la population augmente le niveau, la hauteur de leur pilotis. Pouvant donc, en regardant ce qui s'est passé en 2010 et ce qui s'est passé en 2022, d'autres déjà à l'approche de cette période prennent alors d'autres matériels pour monter le niveau de leur pilotis. Et que non seulement en changeant les bois qui ont permis de faire ces pilotis, mais en les renforçant soit par des briques comme cette dame que vous voyez sur la photo et qui a renforcé alors la capacité de ces supports pour augmenter, pour faire face alors à la crue, pour ne pas se faire donc envahir par l'eau. On a trouvé ça très innovant, très adaptatif qu'on a beaucoup apprécié. La communauté a cette capacité de faire face ou de s'adapter aux conditions qu'il fait face. Oui, comme vous pouvez le voir, au lieu d'utiliser les bois qui peut être vite dégradé, mais qui peut vite faner, ils prennent alors des pilotis en ciment, en béton, qui permettent donc de supporter la puissance de l'eau à faire déplacer leur habitation. On a trouvé ça très, très, très innovant. Si la communauté utilise alors ces moyens, c'est qu'ils s'adaptent
au fur et à mesure à la situation et il faut encourager cela. Nous ne sommes pas arrêtés seulement à documenter ou à collecter ces informations. Pour nous, la communauté est au cœur de nos actions. Rien ne sera pris ou aucune recherche ne sera faite et déposée dans les tiroirs ou dans les bureaux. On a été en commun accord avec les défenseurs de santé, ceux avec qui nous travaillons directement. On a été dans la communauté pour dire, voici les recherches que nous avons faites, voici ce qu'on a trouvé, mais qu'est-ce qu'on fait pour engager les discussions, pour engager les réflexions, pour que chacun puisse donner les alternatives pour faire face à la situation. Comme vous avez vu sur les images, on va dans toutes les communautés où on a travaillé pour que les sages, les leaders, les chefs religieux, les membres de famille qui sont touchés par ce phénomène-là, de contribuer à une réflexion participative que nous faisons régulièrement face à ou bien dans nos activités. Et ici, on a fait un peu le récapitulatif de tout ce que ces discussions ont abouti, les résultats. D'autres ont soutenu le fait que déjà, ils élevaient les bois qui ont servi au pilotis en regardant la crue de 2010 et également d'autres qui subissent maintenant, qui renforcent déjà leur pilotis. Mais d'autres ont plaidé à ce que, comme on l'a dit, les communautés sont situées au bord de la berge lagunaire, mais ont une connexion avec la mer. Et cette connexion-là, vu les politiques de notre pays, il y a donc un canal qui permet le déversement ou une connexion avec la mer. Et si ce canal est bloqué, ça pousse donc la montée des eaux vite au niveau du lac et cela donne un envahissement rapide de la situation dans la communauté. Et cela accroît les risques d'inondation dans ces communautés. Ils ont demandé qu'on plaide à ce que l'ouverture de ce canal soit ouverte pour qu'on puisse trouver un équilibre entre le niveau de la mer et également le niveau du lac pour que la situation puisse diminuer. L'autre chose, c'est le dragage du lac qui se fait dans d'autres pays et que la population a proposé pour pouvoir donc donner un peu la profondeur au lac afin donc d'absorber beaucoup d'eau pour diminuer la situation. Et c'est également la gestion des ordures qui, pour nous, selon le constat, c'est que ces communautés ne bénéficient pas de ces politiques du gouvernement. Et il faut plaider pour que ces communautés bénéficient de ces politiques afin donc de rendre leur cadre de vie plus propre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas bénéficier? Si d'autres de ce même pays, citoyens, en bénéficient de ces politiques-là ou de ces plans de propriété ou de cadre de vie propre. L'autre aspect, c'est la première proposée, afin donc de surmonter le passage, il faut remblayer les sacs, les pneus de caillasse et du sable pour les poser à des niveaux donnés pour que nous puissions diminuer la force de l'eau à rentrer dans les communautés. Et ce que nous on a expérimenté dans la phase 3 qu'on aura la chance de vous présenter tout à l'heure. Voilà un peu ce que la phase numéro 1 a consisté. La phase 2, c'était pour nous de passer à la numérotation des structures. Et cette numérotation des structures n'a pas été seulement on donne un numéro et on passe, mais on veut voir est-ce que la structure a été inondée, que ce soit par la crue de 2010 ou que ce soit par la crue de 2022. Si elle est inondée, à quel niveau son pilotis est? Et quel est le niveau des structures qui n'ont pas été inondées, afin de censer la communauté, de dire, désormais, montez alors vos maisons jusqu'à telle hauteur. Et cela va permettre que tout le monde puisse se mettre à cette hauteur et faire face à la situation. Comme vous pouvez le voir, mon collègue ou membre de la communauté reviendrait brièvement sur ces aspects que eux-mêmes, ils ont l'idée. C'est d'ailleurs lui-même qui est sur la photo avec donc ces mesurettes pouvant voir la hauteur de ces structures. Principalement, les variables mesurées dans cette phase 2 consistaient donc à voir si la structure est inondée ou pas, à connaître la hauteur de des pilotis et également de voir quelles sont les alternatives qu'ils ont eues lors de ces inondations. Et nous donnons des numéros à cela. Ces structures seront donc présentées sur une cartographie que l'on appelle avec des points GPS bien précis, pour pouvoir réfléchir à la situation.
comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à Emlonfigué, comme vous le voyez, la partie noire qui n'est que l'eau et l'autre partie qui est la terre. Vous voyez, en rouge, c'est les structures inondées et en vert, c'est les structures non inondées. Et vous allez voir, même ceux qui sont sur la terre faible sont inondés et ceux qui sont même dans l'eau ont utilisé des moyens d'adaptation qui leur ont permis, malgré qu'ils sont dans l'eau, de ne pas être inondés. On a trouvé la vulgarisation, la dissémination de ces structures, de ces mesures qu'ils ont adoptées vers les autres pour qu'ils puissent s'adapter à la situation. Toujours, à chaque phase, nous avons cette façon donc de faire une analyse participative, de discuter avec la communauté, d'avoir leurs questions, leurs suggestions, leurs propositions. Et nous disons dans ces réunions que votre idée compte. Ce n'est pas seulement le travail d'une personne ou d'une autre, c'est le travail de tout le monde. Réfléchissons pour faire face à la situation. Et à ces réflexions, bien sûr que mon ami Pascal a conduit. Ce n'est pas Jay, Justice Empowerment Initiative, qui est l'auteur ou qui est responsable de ces activités. C'est la communauté elle-même qui lead ces activités. Donc, un membre de la communauté vient faire le partage de ce qu'on a eu et collecte également leurs propositions pour que nous puissions trouver la bonne façon, bien la voie, l'alternative meilleure pour continuer. Ceci se fait chaque fois dans toutes les communautés dans lesquelles nous travaillons, comme vous pouvez le voir sur les images projetées. La phase 3, que je vais laisser à mon ami de présenter, c'était donc de voir quelles sont les mesures préventives que nous avons identifiées, qui sont possibles, qu'on peut mettre immédiatement ou de façon préventive au cru à venir. Je vais le laisser à continuer pour cette phase 3. Et s'il y a des questions d'éclaircissement, on y reviendrait ou on reviendrait à la fin pour la conclusion. Merci. Merci. C'est Pascal. Et merci pour le partage de tout ce que vous suivez avec nous. Pour les mesures, après nos essais sur le terrain, on a essayé de graduer certaines voies. Et à un niveau donné, si l'eau se trouve, comme vous le voyez déjà, la dame qui gradue est un membre de communauté, mais il est défenseur de santé dans le TI. C'est tous nous, les défenseurs qui sont dans cette communauté, qui ont eu ce travail à faire. Et on a gradué cette voie-là en vert, en jaune, en rouge. Si l'eau atteint le vert, ce n'est pas toujours de danger, mais si cela se trouve dans le jaune, ça veut dire que le danger se sonne à la porte. Dès que l'eau se monte au rouge, donc les populations seront obligées de se débarrasser du milieu, car l'eau s'est déjà débordée à ce niveau-là. Comme vous le voyez, au cours de cette inondation aussi, c'est nous les défenseurs, avec les communautés, par l'appui de ONG TI, qui ont essayé de remplir ces sacs à sable que vous voyez. Cela nous permet de rejoindre nos maisons. Cela s'est fait sur beaucoup de voies qu'on utilise collectivement. Et ça nous permet de rejoindre nos maisons. Même si l'eau est montée, ça ne dépasse pas les sacs et qu'on remplit avec du caillasse ou bien de l'eau. Tout ça là aussi, nous sommes dans le milieu, mais parfois, il est dit qu'on serait déguerpis. Comme vous le voyez sur l'une des maisons, et à casser. Si cela arrive, on est obligé de se prendre. Mais souvent, notre secours vient souvent de Dieu. Parce que l'État nous dit que chaque fois qu'on est inondé, que ce serait mieux de nous évacuer du milieu. Alors que nous sommes déjà adaptés à ça. La majorité de ceux qui vivent aux berges là sont de ceux qui viennent du village La Cuisse, par exemple du Gambier, Sochian, Sosunko. Et on est déjà adapté à ça. Ça ne nous dit rien. On est déjà adapté à ça. Par rapport aux travaux de GI, on sait maintenant que la construction devait être au minimum en hauteur de 140 mètres
par rapport à l'eau pour ne pas inonder. Si c'est une inondation de 2010 ou de 2022, si votre maison est en hauteur de 140, ça ne devait pas inonder. Mais ça là ne suffit pas. Ça manque de moyens à certaines populations de monter plus que ça aussi, parce qu'on a envie de construire que l'inondation ne nous inonde plus, qu'on soit à l'aise comme ceux qui sont sur la TFM. Étant donné que Cotonou complet était un bassin qui est au milieu du lac Nokwe et puis de l'océan Atlantique, c'est là un effet sur ça, que ça s'inonde vite. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pascal, pour ces appuis, pour ces explications. Et comme il a mentionné tout à l'heure, la communauté faisant face à des soucis récurrents de déguerpissement pour diverses raisons. Mais nous, la communauté étant membre de cette communauté depuis des siècles, comme on l'a commencé dans l'introduction, maintenant, les déguerpis, pour quelles raisons? S'ils sont déjà adaptés à la situation, si tous des alternatives pour faire face à la situation. Donc, les réunions sont faites avec des leaders, avec la communauté entière pour trouver l'alternative afin de continuer à habiter dans ces communautés. Déplacer plus de 100 000 personnes, c'est énorme. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire si on ne trouve pas d'alternative pour rester, pour faire face à la situation au lieu de penser à un déguerpissement forcé. Alors, c'est dans cette perspective que des idées en cours ont émergé. Par exemple, notre projet de donner un nouveau visage aux communautés, à la berge. Vous savez bien que le programme du gouvernement qu'on appelle le PAG, et dans ce programme-là, c'est dénommé Bénin révélé. Et quand on veut révéler le Bénin, il ne faut pas le révéler seulement pour ceux qui sont en ville, bien au cœur, bien dans des lieux déjà propres. Il faut le faire avec tout le monde, de façon inclusive. Il ne faut pas exclure des gens. Il faut mettre tout le monde à contribution. Nous aussi, on veut révéler les Belges. On veut montrer que les Belges ont de potentialités. On veut révéler que les Belges ont la capacité de s'adapter, quelle que soit la situation. Et ce projet est venu comme une alternative innovante, non seulement pour faire face aux effets du changement climatique, mais également pour faire la promotion, je vais dire, de cette communauté et montrer que les touristes peuvent venir, les gens peuvent voyager. Quand bien même on dit berger de Cotonou, les gens ont des idées, mais quand vous venez, vous allez découvrir que c'est une communauté très riche en culture, en coutume, en beaucoup de choses. Et par cette communauté, vous pouvez même aller à Soava que plusieurs touristes du monde connaissent déjà, et même les mêmes atouts sont également au niveau des Belges. Et ce projet est venu donc pour apporter alors cette lumière sur la communauté, pour apporter quand même que cette communauté elle doit être une belle vitrine de Cotonou, si je vais le dire ici. Mais toute activité, comme vous le savez, il y a des résultats, il y a des mesures adaptatives qu'on a partagées, mais il y a également des défis et des obstacles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en dehors des dommages qui ont été des dommages humains, matériels, qui ont diminué après que nous ayons fait cette sensibilisation et la population s'est adaptée et la communauté se sent maintenant préparée face aux inondations. Et également, c'est une façon de solidarité ou de cohésion sociale que nous avons établie lors de ces activités. Mais comme on l'a dit, il y a plusieurs idées qui sont trouvées, mais ça manquait quand même de ressources pour exécuter de façon plus grande ces activités. C'est le moment pour moi de porter certainement la voix de la communauté pour dire nous sommes prêts à continuer à faire face aux effets du changement climatique et nous lançons ces voix-là pour ceux qui sont intéressés à vulgariser ces initiatives avec nous, à avoir leur concrétisation en matériel dans ces communautés et voilà. Et qu'il y a d'autres nouvelles alternatives qu'il faut mettre en œuvre et que vous connaissez, face à ça, on laisse notre chat ouvert pour partager avec nous. Nous sommes disponibles à collaborer sur ces alternatives. En conclusion, voici un peu face aux inondations répétitives périodiques à Cotonou, la communauté donc, qui a mis en place des actions locales innovantes, résilientes face
aux inondations et des idées en cours, des systèmes en cours qu'il faut disséminer et qu'il faut également mettre en œuvre, qui sont certainement limités aux contraintes financières, aux contraintes de ressources. Et le projet Belge Révélé, qui est une initiative que nous envisageons voir comme réalité dans les communautés pour le bien-être de tout le monde. Nous continuons à offrir la formation, le soutien continu aux communautés pour maintenir quand même leur résilience face aux inondations, promouvoir également la recherche, action participative pour trouver des solutions innovantes, inclusives pour tout le monde. Merci infiniment. Pour finir, nous avons préparé un trailer qui montre un peu l'idée que nous avons par rapport à la Belge Révélée qu'on voudrait bien partager avec vous. Merci. Voilà, merci infiniment. Voici un peu un trailer, comme une bande d'annonce qui montre un peu l'idée que nous avons par rapport au projet Belge Révélé, Belge de Cotonou Révélé, que nous avons en idée de mettre en œuvre pour montrer un peu le visage, les pourcentages de notre communauté, de nos communautés pour le bien-être de tout le monde. Merci. Okay. S'il y a des questions, des suggestions, nous sommes disponibles. Et on comprend aussi que quelques personnes peut-être n'ont pas entendu l'audio. Alors, pour ça, on va mettre sur le boîte de chat, on va mettre le lien. Comme ça, tout le monde peut aussi voir ça et partager ça. Comme mes collègues ont dit, on cherche des partenariats pour appuyer ce projet. Parce que vraiment, pas seulement face à la crise climatique, mais aussi face à les menaces périodiques de glissement pour sa communauté, qui vraiment ont la solution à le problème d'adaptation à la crise climatique qui forcément va venir. On n'a pas de choix dans cette zone où nous sommes à côté le littoral. Alors, je crois que pour ces raisons, c'est vraiment important qu'on participe tous à la promotion le partenariat entre la communauté, les communautés qui habitent sur les berges et le gouvernement pour le bien-être de toute la population de la ville. Alors, c'est un peu ça notre idée et je crois que nous avons suffisamment de temps pour maintenant. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions pour nous, nous sommes ouverts de répondre et de parler avec vous sur ces idées. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, peut-être des Darcine ou mettre quelque chose dans la boîte de chat. OK. Et bon, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, questions. Sinon, on peut aussi ajouter quelques points. Un autre. Par exemple, je peux juste dire que nous sommes vraiment à la recherche, comme j'ai dit, de partenariats, mais aussi des bonnes idées, des meilleurs exemples, parce qu'une chose qu'on a bien compris, c'est que pour convaincre le gouvernement que ça, c'est la meilleure approche de travailler main à main avec les communautés, comme nous faisons, c'est vraiment utile d'avoir de bons exemples des autres pays. Alors, j'aimerais aussi demander à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui
si vous avez vu de bons exemples de développement de communautés qui habitent sur l'eau, juste à côté de l'eau, si ça utilise le pilotis ou d'autres approches, nous voulons voir avec vous. Et nous sommes aussi prêts de partager les réalités et les stratégies mises en place par la communauté avec laquelle nous travaillons. Alors, est-ce qu'il y a des idées, des suggestions, des commentaires, des questions sur ce qu'on a fait et ce que nous voulons faire? Oui, Sul. Sul or Sol? You have Sol. If you'd like to come in with your question. Hello. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, bien sûr. OK. Donc, moi, c'est Soul depuis le Bénin. J'apprécie vraiment la présentation. C'est une très bonne présentation qui relate au fait ce qui se passe vraiment ici. Ce que je voudrais juste, ce que j'aimerais ajouter, en fait, c'est, bon, je ne sais pas si j'ai été un peu distrait et je n'ai pas suivi, mais cette différente stratégie, hein, cette différente stratégie, est-ce que vous avez essayé d'analyser par rapport à leur durabilité, c'est-à-dire à leur sustainability dans le temps, quoi? Est-ce que vous voyez? Il y en a qui construisent avec les pilotis là, avec du bois. Et on sait que, bon, ça peut être sujet à la pourriture et dépendant aussi du type de bois utilisé. Il y en a qui construisent les pilotis avec du béton, tel que le présentateur a su bien nous le montrer. J'aimerais qu'on pousse un peu plus loin. Je ne sais pas si c'est dans l'étude. La durabilité, hein? La durabilité de cette structure-là, pour qu'on puisse savoir quels sont les types de structures qu'il faut recommander aux producteurs. Bon, puisque bon, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être des populations. Donc, est-ce que, bon, on peut pousser loin un peu l'étude sur la durabilité des différentes structures utilisées pour qu'on puisse conseiller les structures vraiment durables à nos populations. Et encore une fois, j'apprécie beaucoup la présentation et je félicite ce travail. Merci beaucoup. Okay. S'il y a quelqu'un d'autre qui des questions comme ça, on pourrait couper les questions. OK. Merci beaucoup, M. Soul, pour votre question en termes de la mesure de la durabilité de ces initiatives-là. Comme vous l'avez commencé, en termes de bois et de ciment, il y a une nette différence. Mais vous savez, déjà depuis le début, depuis des siècles où les communautés ont commencé à vivre sur la berge ou au niveau de Soava, que vous maîtrisez très bien, Gambier, etc. Vous voyez, ils ont un certain type de bois qui s'utilise, qui les permet de résister. Ce n'est pas des bois comme des grès que nous utilisons. Ils ont un certain type qui permet de résister à l'eau. Mais quand on va comparer cette résistance de quel que soit le type de bois face au ciment, il y a une nette différence. C'est pourquoi on a monté les deux aspects pour ceux qui renforcent périodiquement le bois et ceux qui utilisent également le ciment. Et pour nous, vous savez bien, ces communautés anti-griffes sont à un statut socio-économique faible, et ce qui permet, ce qui contraint parfois, malgré la compréhension que le ciment, le système de ciment est plus durable, ils sont obligés donc de faire avec le bois
qui ne dure pas longtemps. Mais cette façon de remplacer ou de renforcer les structures de façon périodique permet également de tenir sur une longue distance. Comme vous l'avez proposé, certainement, on peut investiguer et voir combien de temps ça dure. Si c'est le système de bois, combien de temps ça dure si c'est le système de ciment avant donc d'être détérioré, afin donc de savoir quoi recommander de façon plus pérenne. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Pascal a quelque chose. Si ça concerne la construction en bois, ça ne dure pas si longtemps comme la construction en pilotis. J'ai dit pilotis, en ciment. Et si on construit avec les bois, au maximum, si ça dure 30 ans, ça serait déjà gâté. Mais avec le pilotis de ciment, ça pourrait durer plus que ça sans être gâté. Uniquement les fenêtres et tôles pourraient être changées, mais en tant que béton, ça ne se dégrade pas si c'est bien fait. Merci. OK, merci beaucoup. Nous allons aussi partager, comme on l'a promis tout à l'heure, le lien dans le chat pour aller visualiser la vidéo de notre projet pour lequel on lance encore l'appel pour des partenariats mieux réussir ce projet qui pour nous est une très bonne alternative pour montrer un peu la résilience de la communauté, donner la lumière sur ces communautés longtemps marginalisées, si je vais utiliser cette expression-là. Nous faisons cet appel à tous. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. On vous donnera le bit pour échanger, pour poser des questions, pour partager vos expériences sur la question que nous abordons aujourd'hui, les questions d'inondation, les questions de tolérance de la communauté face au changement climatique. Ouais. Alors, nous voulons juste vous remercier tous. Vous avez maintenant le lien et on vous donner tout le monde quelques minutes pour copier ça et avoir accès à ça dans l'avenir pour nous aider de partager cette projet avec d'autres personnes dans le monde. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous voulons vous remercier beaucoup pour l'assistance, la présence. Et on va aussi peut-être mettre nos contacts dans le chat. Comme ça, tout le monde peut nous écrire si vous avez des idées, des questions suite à cette présentation. Donc, on peut juste mettre nos contacts ici dans la boîte. OK. Et vraiment, merci beaucoup pour l'assistance. Merci à mes collègues pour tout le travail. Et on doit aussi vraiment remercier tous les membres de la communauté, toutes les équipes de défenseurs de la santé communautaire, tous les membres de la communauté, les sages, les jeunes qui ont fait possible tous ces efforts et qui vont aussi faire possible le projet et l'avenir de cette communauté, qui ont une vraie solution pour tout le monde face à la crise climatique. Merci beaucoup. Thank you so much for the excellent session. Can I ask everyone, participants, to turn on their camera so we can have a screenshot? And I would request all the speakers to, come in front of the camera so we can have a screenshot with every one of you. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Yeah, thank you so much. It was an excellent. Yeah, and also the interpreters, if you could turn on the camera.
OK, merci. Okay. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you.